Monsieur Ploux, ici présent, que vous connaissez bien, dirige le master de droit fiscal à l'ICES, et c'est en tant que responsable de cette formation qu'il va pouvoir vous expliquer les tenants, les aboutissants de ces formations courtes, post-licence, et qu'il va pouvoir aussi vous expliquer comment fonctionne, entre guillemets, un master, comment il est organisé et comment d'abord on y entre, parce que c'est l'objet de cette réunion d'information ce soir. Vous savez que cette fois-ci, vous allez faire l'objet d'une vraie sélection, ce qui n'a pas été le cas en amont. Vous êtes rentré en première année de licence assez facilement, somme toute, mis à part les étudiants qui évoluent dans le cadre des doubles licences, où là vous avez fait l'objet d'un entretien en amont. La sélection, là, va être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sévère, après vos 3 années passées ici. Madame Barito, qui est ici présente aussi, qui travaille au secrétariat des étudiants, va compléter ce que vous exposera à l'instant Monsieur Ploux. Mais comme je le disais ce midi aux étudiants qui se trouvaient avant vous pour écouter cette présentation et ces explications, je vous invite, si vous n'y avez pas pensé depuis déjà quelque temps, c'est-à-dire depuis que vous avez commencé vos études ici, qu'il ne faut pas seulement travailler pour valider une matière, valider un bloc, valider un semestre, valider une année universitaire. Vous devez travailler en premier lieu pour capitaliser des connaissances. Parce que dans le cadre des masters vers lesquels vous allez vous diriger, on attendra de vous que vous possédiez un certain nombre de prérequis, que vous ayez capitalisé, encore une fois, des connaissances sérieuses dans le cadre de ces spécialisations. Donc il faut un socle de connaissances, une formation relativement solide pour pouvoir évoluer. Et deuxième chose, il ne faut pas non plus vous contenter, comme je le disais également ce midi, de simplement valider toutes ces formations, toutes ces notes, tous ces blocs, avec juste la moyenne. Je vous disais que vous allez faire l'objet d'une sélection dans les mois qui viennent, ou les semaines qui viennent, pour certains d'entre vous. Cette sélection va vous amener à être face à une concurrence relativement sérieuse, puisque tous les étudiants licenciés vont faire la même chose. Aujourd'hui, comme le rappellera M. Ploux, on ne se contente plus d'une licence pour pouvoir se présenter sur le marché du travail. La licence est devenue déjà depuis plusieurs années ce que le baccalauréat était autrefois pour les générations qui vous ont précédé. Plus de 90%, 95% des étudiants poursuivent une année, voire 2 années supplémentaires après une licence. Donc, il ne faut pas rater, si vous voulez, cet aiguillage au moment de finaliser vos études avant d'entrer sur le marché du travail. Donc, validez vos blocs, validez vos matières, mais en visant les meilleures notes possibles. Parce que dans vos dossiers, il faudra présenter effectivement des relevés de notes, mais il faudra faire apparaître au maximum des mentions, et les meilleures. Voilà. C'est comme ça que vous parviendrez à faire la différence avec d'autres candidats. On vous expliquera aussi dans le détail que la composition, la rédaction de votre curriculum vitae est capitale, qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en valeur pour précisément vous détacher, vous distinguer des autres étudiants. Parce qu'au bout du compte, cette sélection, elle ressemble à un concours. Il y a un numerus clausus, il y a un nombre défini, limité de places dans toutes ces formations. Donc il faudra être capable de faire la différence, une fois encore, par rapport à vos concurrents. Je vais laisser la parole à M. Ploux, qui va vous présenter de façon exhaustive, évidemment, ces formations. Et puis, Mme Barito prendra la suite pour vous aider à vous repérer dans les méandres de mon master. Après son intervention, vous n'aurez plus probablement aucune question à lui poser, au moins sur ce plan-là. Voilà. Antoine. Merci Arnaud. Donc, comme Monsieur Ferron vous l'a dit,
Là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait après une licence. Et vous aurez l'occasion de le voir. Je vous présenterai le schéma des études supérieures pour vous situer un peu juste après. Vous êtes engagé en licence à l'ICES dans un cursus d'études longues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça pouvait être différent encore il y a quelques années, c'est-à-dire on ne se contente pas d'une licence. Quand on est dans un cursus de licence, on est engagé sur un cycle d'études longues et a priori un cycle de 5 ans d'études qui va vous mener d'abord à la licence puis au master. J'attire votre attention, on y reviendra également avec Madame Barito, sur le fait que, comme Monsieur Ferron vous l'a dit, un cursus, enfin un projet professionnel, un projet d'orientation, ça se construit sur le long terme. Et en fait, vous avez déjà commencé à le construire depuis quasiment la 4e. C'est-à-dire en 4e, vous avez à choisir entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel, puis ensuite en seconde, vos spécialités, puis en terminale, votre orientation générale. Et vous verrez que cette orientation-là, elle se construit petit à petit. Donc vous avez choisi d'être en licence et normalement, vous le savez tous, que vous soyez en licence ou en double licence, en licence, on apprend une discipline de manière générale et en master, on se spécialise. C'est-à-dire qu'en licence, on apprend tout un tas de choses assez théoriques et fondamentalement, son métier, on va véritablement l'apprendre uniquement en master. Donc, pour l'essentiel d'entre vous, vous continuerez après la licence. Il y avait parfois quelques étudiants qui travaillaient directement après la licence. Ça, c'est quasiment plus le cas, ça n'existe plus. Il y a encore certains concours qui peuvent se passer après une licence, mais généralement, les étudiants qui les réussissent, ils ont un master. Donc, l'idée générale, c'est que là, vous avez le schéma des études supérieures en France, et vous, en cursus de licence, vous êtes dans cette colonne-là. Donc, pour l'instant, vous êtes ici, L2 ou L3, et la logique générale, c'est donc de continuer vers un master et pas de s'arrêter. Il y a éventuellement des formations plus courtes pour ceux qui voulaient faire quelque chose de plus technique ou de plus professionnalisant. Mais vous, la logique, c'est de suivre la colonne. Et je voulais aussi vous montrer ce schéma général, parce que pour l'essentiel du schéma, il ne vous concerne pas, à une exception près. C'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre vous, probablement, qui vont basculer de cette colonne-là à cette colonne-là ou cette colonne-là. C'est-à-dire qu'ils vont passer d'une licence à une grande école ou à une école spécialisée. Et donc, j'aurai l'occasion de vous présenter juste après qu'est-ce qu'on fait après une licence. Donc, pour l'essentiel, les étudiants qui ont une licence, ils vont chercher à intégrer un master, mais certains d'entre vous, peut-être, ne choisiront pas de rester dans le cursus master et choisiront des écoles spécialisées ou des grandes écoles. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait après une licence? Après une licence, il y a essentiellement 2 choix qui s'offrent à vous. Soit s'engager, et ce qui va probablement être l'essentiel d'entre vous, sur un master, c'est-à-dire une formation en 2 ans, soit faire un choix différent, c'est-à-dire basculer sur les autres colonnes que je vous montrais et chercher à intégrer des grandes écoles ou des écoles spécialisées, type école de commerce, école d'ingénieur, IEP, grande école, école des chartes, etc. Et là, vous sortez du cursus master et pour l'essentiel, ces établissements, alors il y a quelques exceptions, mais pour l'essentiel, dans ces établissements, si vous les intégrez, à la fin, vous n'aurez pas un diplôme national de master. Vous aurez un diplôme de grande école, type par exemple, si vous êtes à HEC, vous n'aurez pas de master. Vous aurez un diplôme de fin d'études d'HEC, ce qui pourra être considéré comme équivalent, mais ce qui ne sera pas le diplôme national de master. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une grande différence dans la procédure de sélection et dans le processus entre ces 2 choix différents, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez
l'avantage que si vous choisissez de rentrer en master, donc la sélection en master 1, donc en post-licence, elle est centralisée et c'est le monopole de la plateforme monmaster.gouv.fr que Mme Barito vous présentera juste après. La particularité, c'est que pour les autres voies d'accès, donc notamment si vous choisissez de ne pas aller vers le cursus licence, vers le cursus master, pardon, si vous choisissez plutôt les grandes écoles, là, la procédure est propre quasiment à chaque école. C'est-à-dire que chaque école a ses propres plateformes de candidature, ses propres exigences et son propre calendrier. Donc là, vous allez voir, nous, on va se focaliser sur la plateforme Mon Master. Alors, 90% de ce qu'on vous dira sera vrai aussi pour ces cursus, pour ces sélections grande école, mais on se focalisera sur la partie Mon Master. J'attire votre attention, sachez-le, sur le fait que ces grandes écoles, soit elles vous sélectionnent sur dossier, soit elles vous sélectionnent sur concours ou sur admission sur titre. Vérifiez si ça vous intéresse les exigences particulières. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a l'impression que les écoles de commerce, c'est réservé uniquement aux étudiants qui viennent, par exemple, d'économie-gestion. Alors, ce n'est pas le cas. La plupart des écoles de commerce, maintenant, essayent de diversifier leur public, c'est-à-dire qu'elles sont tout à fait accessibles à des étudiants qui viennent, par exemple, de droit, voire de sciences politiques. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si c'est des choses qui vous intéressent. Mais faites attention sur le fait qu'un certain nombre de grandes écoles ont des exigences particulières. C'est-à-dire, typiquement, les écoles de commerce, si vous voulez rentrer en école de commerce, il faut au minimum soit passer l'examen du Taj-Maj, soit passer l'examen du score IAE, en plus de l'examen de votre dossier. C'est-à-dire, si vous ne le passez pas, votre dossier ne sera même pas regardé. Donc, renseignez-vous bien sur les exigences particulières des grandes écoles, des cursus qui vous intéressent. Par ailleurs, juste une petite précision, si jamais vous êtes intéressé par un cursus grande école après la licence, vous avez en fait la plupart des grandes écoles qui n'intègrent pas en Bac plus 4, qui intègrent les étudiants qui viennent de licence en Bac plus 3. C'est-à-dire, d'une certaine manière, vous perdez un an. Ça, il n'y a pas de règle. Certaines intègrent à Bac plus 4, d'autres intègrent à Bac plus 3. Donc, allez regarder en fonction de ce qui vous intéresse. Là, maintenant, je vais me focaliser sur quelques pièges à éviter et ensuite, en parallèle, quelques bonnes pratiques. Faites attention parce que alors, vous avez déjà été amené à regarder ce qui se présentait à vous après la terminale. C'est la même chose. Vous avez pas mal de choses qui se présentent à vous en post-licence. Faites attention, vous avez un grand nombre de formules qui peuvent et qui sont souvent trompeuses. La seule formule officielle, le seul diplôme d'État reconnu, c'est le master et sans qualificatif derrière, sans qualificatif autre que la spécialité. Faites attention, donc master intitulé M-A-S-T-E-R. Tout le reste, c'est-à-dire que ce soit les masters E-R-E ou les MBA, Master in Business Administration, qui est l'appellation anglo-saxonne, tout ça, ça n'a aucune reconnaissance d'État. Ce ne sont pas des diplômes nationaux. En clair, je ne vais pas dire ça vaut rien. La valeur de ces diplômes, ou de ces formations plus exactement, elle dépend de la valeur de l'école et de la réputation de l'école. C'est-à-dire typiquement, si je reprends mon exemple à HEC, en fin de cursus d'HEC, vous aurez un diplôme d'HEC qui a une certaine reconnaissance, puisque HEC est membre d'un certain nombre d'organisations d'écoles de commerce, mais ça n'aura que la valeur de la réputation d'HEC. Alors en clair, si vous allez à HEC, vous n'avez aucun problème vu la réputation d'HEC. En revanche, si vous allez vers d'autres structures, vers d'autres établissements, et qu'on se rend compte, par exemple, je ne sais pas, dans 3 ans, que cet établissement vendait ses diplômes, eh ben, il est tout à fait possible que le diplôme que vous avez eu, que vous avez acheté ou pas, d'une certaine manière ne vale rien. Parce que s'il y a un scandale, le diplôme ne vaudra plus rien sur le marché du travail. L'intérêt, quand on va sur le diplôme national de master, c'est que
en fait, le diplôme aura toujours une valeur, puisque cette valeur, elle est donnée par l'État. C'est-à-dire, si vous avez fait le choix de venir en licence à l'ICES, si dans 3 ans, l'ICES ferme, alors rassurez-vous, il n'y a aucun risque, l'ICES se porte très bien, votre diplôme de licence, il aura toujours la même valeur, parce qu'en fait, ce n'est pas l'ICES qui vous a donné votre licence, c'est le rectorat. Et c'est la même chose pour le master. Alors, toutes les formations de master n'ont pas forcément toutes la même qualité. En revanche, c'est toute la même valeur de diplôme après, puisque celle-là est garantie par l'État. J'attire votre attention sur le fait que, également, faites très attention parce que certaines formations, ce n'est pas diplôme, c'est grade de master. Grade de master qui est souvent associé à titre RNCP niveau 7. Faites attention dans ces formations qui donnent le grade de master. En fait, vous avez peut-être le grade de master, mais vous n'avez pas un diplôme de master. Grade de master, ce n'est pas un diplôme, c'est une qualification professionnelle. C'est-à-dire que globalement, notamment pour passer certains concours éventuellement, ça n'est pas reconnu comme équivalent. Faites attention, alors je ne dis pas que ces formations ne valent rien, mais faites attention parce que la valeur de ces formations est assez relative, et en tout cas, elle n'a pas la reconnaissance des diplômes nationaux. Autre piège à éviter, faites très attention au classement de master que vous pouvez trouver en ligne. Notamment, par exemple, un classement qui est assez courant, notamment en droit, qui est le classement Aide universal. Ce classement Aide universal, c'est un classement qui a vocation à faire un classement de tous les masters, sauf que c'est un classement payant. C'est-à-dire que si les masters ne payent pas, ils seront classés. Si les masters payent, ils seront mieux classés. Donc en fait, ce n'est pas un classement véritablement de la valeur du master, c'est surtout un classement de est-ce que l'établissement paye ou paye pas. Donc globalement, là, pour connaître la valeur d'une formation, d'un master, voire même d'une autre formation, que ce soit master, MBA ou autre, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'interroger vos responsables ou vos enseignants. Et vraiment, n'hésitez pas à les interroger sur la valeur des formations. Dans la même idée, alors au titre maintenant, plus des pièges, mais des bonnes pratiques, j'attire votre attention sur le fait que chaque formation de master correspond à une orientation particulière. Et l'objectif, ça va être pour vous de savoir ce que vous voulez faire après, et surtout après le master, et de savoir quelle orientation vous correspond. Et de trouver le master qui correspond à votre orientation. Que ce soit en termes de débouchés, de conception de la matière, de présence d'alternance ou d'expérience professionnelle, etc. Par exemple, comme M. Ferron vous l'a dit, je suis directeur à l'ICES du master de droit fiscal, et les masters qui sont le plus proches de mon master géographiquement, il y a un master de droit fiscal à Rennes et un master de droit fiscal à Bordeaux. Le master de droit fiscal que je dirige n'a rien à voir avec ces deux masters. C'est-à-dire que typiquement, ce qui fait la spécificité du master de droit fiscal à l'ICES, c'est la professionnalisation et l'alternance. Et là, pour le coup, ce master à l'ICES est un des très rares en France à pratiquer de l'alternance. Je crois qu'il y a 2 autres masters de droit fiscal qui pratiquent de l'alternance. Les 2 autres masters à Bordeaux et à Rennes, alors, ils font partie des meilleurs masters de France en droit fiscal, sauf qu'ils s'adressent à un public particulier, un public qui, globalement, veut continuer en thèse. Donc, en fait, il y a nos formations, j'estime qu'elles sont très complémentaires parce qu'elles ne visent pas le même public. J'attire aussi votre attention sur le fait que la valeur d'une formation dépend de plein de choses et pas seulement de la réputation de l'établissement. Typiquement, vous pouvez avoir des établissements ultra prestigieux dans lesquels vous avez des masters qui ne sont pas très bons. À l'inverse, vous avez des établissements plutôt provinciaux, pas excellents, de manière générale, qui peuvent avoir des formations, au contraire, excellentes. Parce que ce n'est pas la réputation d'un établissement qui fait la qualité du master. Typiquement, à l'heure actuelle, si vous voulez faire du droit de l'environnement, globalement, il faut aller à La Rochelle. Parce qu'à La Rochelle, vous avez un master
qui fait partie des meilleurs masters de France en droit de l'environnement. Pour tout un tas de raisons, parce que vous avez un directeur qui a construit sa formation, une formation de qualité, qui a su s'entourer d'une équipe pédagogique et qui a fait la réputation de son master. Donc, faites attention à ça. N'hésitez pas à vous renseigner sur la valeur des formations sur lesquelles vous pouvez vous interroger. Dernier point, et faites très attention à ça, une formation de master, c'est un cursus de 2 ans. N'hésitez pas à regarder tous les masters de France, parce que l'objectif, c'est de trouver la formation qui vous correspond en particulier. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous éloigner éventuellement du lieu où vous aimeriez travailler ou de vos parents. L'objectif, c'est d'avoir la formation qui vous convient le plus et d'avoir la meilleure formation qui vous convient le plus. C'est-à-dire, j'en sais rien, si vous habitez à Toulouse, n'hésitez pas à candidater à Strasbourg ou à Lille. Alors, je sais que ça ne vous fait peut-être pas rêver de vous éloigner autant, mais n'hésitez pas à le faire pour 2 ans de votre vie. Si c'est pour avoir un meilleur master, je vous garantis que le master dans lequel vous entrerez, ça conditionnera une bonne partie de votre vie professionnelle future. Donc, ce n'est pas un choix à faire à la légère. Maintenant, je vais laisser Madame Barito vous présenter la plateforme et je vous redonnerai quelques trucs et astuces de comment construire son dossier juste après. Bonsoir. Alors, moi, je viens pour vous parler de la plateforme Mon Master. On va parler des dates clés à connaître, des événements indispensables pour mettre dans votre dossier de candidature et quelques conseils pratiques. Tout d'abord, on va parler du calendrier. On va partir à partir du 2 février. Vous allez pouvoir accéder sur le site de Mon Master pour pouvoir créer votre compte, commencer à consulter les différentes formations et aussi commencer à préparer votre dossier de candidature. La plateforme Mon Master, c'est un petit peu le même style que Parcoursup. C'est-à-dire qu'à une date à partir du 17 février, vous allez pouvoir commencer à formuler vos vœux et à déposer votre dossier de candidature. Lors de la phase principale, vous avez la possibilité de déposer jusqu'à 30 vœux, donc 15 vœux en formation initiale et 15 vœux en formation en alternance. À partir du 21 mars, les établissements vont commencer l'examen des candidatures. Il est donc important de consulter régulièrement vos emails, car certaines formations peuvent organiser des entretiens de motivation ou demander des pièces complémentaires afin d'étudier au mieux votre dossier. Les résultats de la phase principale seront publiés directement via la plateforme en date du 30 avril pour les formations en alternance et en date du 3 juin pour les formations initiales. Ensuite, il y aura une phase complémentaire qui, elle, se déroulera du 19 au 25 juin. Pendant cette période, vous devrez classer les différents vœux que vous avez faits par ordre de préférence. Et c'est aussi une seconde chance pour vous si vous avez besoin de déposer de nouvelles candidatures. Peut-être que votre projet professionnel va avoir changé depuis le mois de mars ou qu'il y a des formations que vous n'aurez pas vues ou entendu parler auparavant, donc vous aimerez candidater à ce moment-là. Ça, ce sont les dates à retenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux dates ou des interrogations? J'ai été claire ou pas? Une question. Oui, non, en fait, le 17 février, c'est à partir. Vous pouvez commencer à faire vos vœux et déposer vos dossiers. Vous avez un mois, donc du 17 février au 16 mars. Le 16 mars, la phase principale est terminée pour vous, donc votre dossier doit être déposé. C'est bon pour la partie calendrier? Ok. Maintenant, on va parler de tout le contenu du dossier de candidature, des conseils qu'on peut vous apporter. Il y a des documents qui sont indispensables et qu'on le retrouve dans toutes les candidatures. Le premier, c'est le CV. Le CV est le premier élément lu par tous les recruteurs de formation. Il doit être clair, bien structuré et mettre en valeur vos expériences académiques et professionnelles. Ensuite, il y a la lettre de motivation. Elle est un élément clé de votre candidature à condition qu'elle soit personnalisée. C'est-à-dire qu'une lettre correspond à une formation dans laquelle vous aimeriez candidater. Il faut que vous montriez que vous connaissiez, ou au moins vous avez fait des recherches sur tout ce qui est contenu du programme,
sur le nom du directeur du master, sur l'établissement, connaître sa réputation, ses valeurs, tout ça c'est un plus à mettre dans votre lettre de motivation. Et il faut aussi expliquer votre motivation réelle, en faisant le lien avec votre parcours, vos expériences et vos projets professionnels. Évidemment, évitez tout ce qui est ChatGPT et des lettres de motivation standardisées. Enfin, il ne faut pas oublier de fournir la totalité de vos relevés de notes, car ils permettent au jury d'évaluer votre parcours académique dans sa globalité. Il existe des documents qui sont facultatifs mais qui rendent un dossier beaucoup plus solide, comme les attestations de réussite, les attestations de fin de stage ou encore des lettres de recommandation. Point de vigilance sur les lettres de recommandation. Elles doivent être rédigées par une personne qui vous connaît, soit académiquement, soit professionnellement. Vous pouvez demander à votre directeur de formation, responsable pédagogique, un professeur ou carrément un de vos maîtres de stage avec qui vous avez pu déjà travailler. Une lettre de recommandation apporte une vraie valeur ajoutée à votre candidature, car elle montre que votre candidature ne repose pas uniquement sur ce que vous dites de vous-même, mais aussi sur ce que les autres disent de vous. Ça, c'est sur les pièces qui sont indispensables dans votre candidature. Est-ce qu'il y a des questions sur les pièces à fournir? Non, c'est clair, je ne vous ai pas perdu? Oui. Attestation de réussite, c'est un document qui est fourni par le service des examens qui vous permet d'attester comme quoi vous avez la première, deuxième année ou la troisième année en attendant d'avoir votre diplôme. Souvent, c'est ce que mes collègues vous transmettent. Si vous les demandez, là, vous les aurez au mois de février, mais elles vous les transmettent aussi au mois de juin avant d'avoir votre remise de diplôme du mois d'octobre. C'est bon pour vous ? Donc, on va finir juste par les petits conseils pratiques. Le plus important de tous, ça va être d'anticiper. La collecte de toutes les pièces dont nous avons parlé prend du temps. Il ne faut donc pas attendre le dernier moment pour préparer votre dossier. Le 2 février approche. Donc, je serai vous, si ce n'est pas déjà fait, commencez à rassembler les différentes pièces. Il est également essentiel de mettre en avant votre projet professionnel, vos compétences, et notamment à travers les stages, les emplois étudiants que vous avez pu faire, le bénévolat ou toute autre expérience pertinente. Tout ce qui vous correspond, qui fait que vous êtes vous, il faut absolument le mettre dans votre dossier. D'accord ? Ensuite, évidemment que votre dossier doit être clair, bien présenté et sans faute. Cela donne une image plus sérieuse et professionnelle. Et enfin, le dernier conseil qui est aussi très important, c'est de garder une copie de tous vos documents. Cela permettra 3 choses, de répondre plus vite aux demandes complémentaires des établissements, qui peut avoir lieu au courant du mois de mars et avril, du mois plus avril, de préparer vos entretiens en relisant exactement ce que vous avez écrit sur votre dossier de candidature, et d'avoir une preuve en cas de litige. Ça arrive très rarement, mais au cas où vous puissiez avoir une preuve comme quoi vous avez déposé telle ou telle chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez me poser? Non. J'ai été claire sur les choses vraiment indispensables pour votre dossier? Bon, super. Ben, je laisse la place à Monsieur Ploux. Alors, suite à ce que vous avez dit, Madame Barito, je vais me permettre de faire quelques petites précisions. Et voilà, pour illustrer mes propos, je vais vous montrer l'ensemble des masters qu'on a à l'ICES. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que la première chose, c'est que faites très attention quand on est directeur de master, qu'on a 100, 200, 800 dossiers à sélectionner. Ce qu'on va rechercher avant tout, c'est des éléments qui permettent de mettre en avant le candidat. C'est-à-dire tous les éléments qui permettent de mettre en avant le candidat. Que ce soit des bons résultats universitaires, que ce soit des engagements associatifs particuliers, que ce soit, par exemple, une double licence, qui est un élément qui met en avant le parcours de l'étudiant. C'est-à-dire, dans un master de droit, 90% des étudiants n'auront qu'une licence de droit. Quand on voit un étudiant qui a fait l'effort de faire 2 licences en même temps, c'est un élément qui est à prendre en compte. Et parmi les éléments
qui permettent de mettre en avant le candidat. J'insiste sur 2 en particulier, la lettre de motivation et les recommandations. La lettre de motivation, il faut impérativement que vous l'adressiez au directeur du master, que vous l'adressiez nominativement au directeur du master. C'est-à-dire que ça démontre au directeur que vous êtes renseigné sur qui dirige le master. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas donner l'impression que la lettre de motivation que vous avez envoyée à tel master, c'est un copier-coller de celle que vous avez envoyée à vos 14 autres vœux. C'est-à-dire qu'il faut que vous citiez nominativement la formation, l'université et son directeur. Et si c'est dirigé par Monsieur le professeur Y, il faut que votre lettre de motivation soit adressée à Monsieur le professeur Y. D'autre part, il faut que vous personnalisiez la lettre en fonction du master demandé. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, chaque master correspond à une orientation particulière. Il faut que vous alliez sur les sites internet des masters, que vous arriviez à repérer quelle est la spécificité de ce master et que vous disiez « je veux votre master parce que telle et telle raison ». Que le directeur se dise en lisant votre lettre de motivation « il a fait l'effort d'aller regarder mon master et il a fait l'effort d'identifier les spécificités de mon master ». Même si le master est le 15e vœu et que jamais vous irez là-bas, il faut quand même que vous fassiez en sorte que le directeur ait l'impression que c'est votre premier vœu. Autre particularité, la lettre de recommandation. Alors faites attention. J'ai tendance à penser que la lettre de recommandation, elle n'est utile que si elle correspond à des critères très précis. Là encore, il ne faut pas de lettre de recommandation bateau. C'est-à-dire, il ne faut pas de lettre de recommandation que vous pouvez envoyer à tous vos vœux de master. Typiquement, moi, monsieur Y, qui ai connu l'étudiant dans des cours de machin, je recommande l'étudiant pour votre master de droit fiscal. Et juste pour votre master de droit fiscal. Ça me sert à rien et j'estime que la lettre n'existe pas. La bonne lettre de recommandation, c'est une lettre qui parle de vous, c'est-à-dire qui parle, est-ce qu'il participe en TD par exemple, est-ce qu'il se met en avant, est-ce qu'il a des engagements particuliers, donc qui parle de vous, c'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît, qui nomme évidemment nominativement le master, et qui est, qui est véritablement ciblé en fonction de votre profil et du master demandé. C'est-à-dire, la bonne pratique pour vous, les étudiants, ne cherchez pas à tout prix à mettre des lettres de recommandation. Demandez à vos enseignants de vous faire des lettres de recommandation ultra personnalisées et uniquement pour 2 ou 3 choix de master. Mais par contre, que sur ces 2 ou 3 choix, vous disiez « je veux tel master à Poitiers dirigé par Monsieur X, je veux tel master à Paris dirigé par Madame Y et tel master à Aix dirigé par Monsieur Bidule », qui vous fasse les lettres de recommandation nominatives pour ces masters-là. Et essayez de faire jouer le réseau, notamment le réseau des enseignants de l'ICES. Si vous voulez, j'en sais rien, un master à Paris 2, essayez d'aller regarder les intervenants de l'ICES qui enseignent à Paris 2. Il y en a. Et globalement, pour pas mal d'établissements que vous ambitionnerez, il y a des intervenants à l'ICES qui viennent de ces établissements. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. Là encore, au titre du réseau, je pense qu'à peu près pour tous les masters que vous pouvez envisager, il y a des anciens de l'ICES qui sont passés par ces masters-là. Vous avez la plateforme Alumnices, n'hésitez pas à les identifier, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces masters. Il n'y a rien de mieux qu'un ancien du master pour vous dire ce que vaut vraiment le master. Et en fait, si vous correspond ou si vous ne correspond pas. Par ailleurs, n'hésitez pas, là encore, à contacter directement les directeurs. Alors, ne le faites pas forcément pour vos 15 vœux, mais pour vos 2 ou 3 vœux coup de cœur, n'hésitez pas à contacter les directeurs de master. À l'heure actuelle, vous avez des moyens pour ça, notamment la visio, en leur demandant
je suis intéressé par votre master, est-ce qu'on peut se rencontrer en visio? Ça vous prend une demi-heure, ça lui prend une demi-heure aussi. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, vous le marquez. C'est-à-dire que quand il lira votre dossier, ce sera peut-être un parmi 100, 200, 300, 800, normalement, il se rappellera de vous. Et s'il ne se rappelle pas de vous, vous lui rappellerez que vous avez échangé en visio dans votre lettre de motivation. Là encore, il faut trouver les moyens de marquer et que votre dossier se sorte du lot. Troisième élément, Madame Barito vous l'a dit, vous avez 15 vœux à formuler, et d'ailleurs 15 vœux de master en formation initiale, 15 vœux de formation de master en alternance. Utilisez ces 15 vœux. Alors, utilisez pas forcément les 15 vœux en alternance, encore que, mais en tout cas, les 15 vœux de master en formation initiale, utilisez-les. C'est-à-dire, il est absolument inconscient aujourd'hui de faire 2, 3, 4 vœux de master. Vous avez la possibilité d'en faire 15, vous en faites 15. Par ailleurs, un vœu n'est valable que pour un master en particulier, pas pour les parcours à l'intérieur de ce master. Par exemple, vous voyez, à l'ICES, on a un master Relations internationales dans laquelle, à la rentrée prochaine, il y aura 3 parcours. Un parcours War Studies, BRICS Studies et Geopolitics. Le vœu qui compte parmi les 15, c'est uniquement Relations internationales à l'ICES. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce master, chacun des parcours n'est pas considéré comme un vœu, mais c'est considéré comme des sous-vœux à l'intérieur du même vœu. Donc n'hésitez pas à utiliser cette possibilité-là. Par ailleurs, quand vous ferez votre sélection, n'hésitez pas à faire votre sélection des 15 vœux assez rapidement et à, comme je vous le disais, demander des conseils de vos responsables pédagogiques, de vos enseignants, savoir qu'est-ce que vous pensez de ma liste. Et dans cette liste, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir à la fois la tête dans les nuages, mais quand même les pieds sur terre. C'est-à-dire que parmi les 15 vœux, n'hésitez pas, pour le côté tête dans les nuages, n'hésitez pas à rêver. N'hésitez pas à mettre des masters d'établissement de rêve, c'est-à-dire parmi les meilleurs masters de France. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Et je puis vous assurer que les années précédentes, il y a des étudiants, j'étais convaincu qu'ils n'avaient aucune chance, ils ont été sélectionnés dans des masters ultra prestigieux. Donc n'hésitez pas, mettez tous au moins 2, 3, 4 masters qui font rêver, dans lesquels vous pensez que vous ne serez pas pris, mais qui font rêver quand même. À côté de ça, en parallèle, n'hésitez pas à être... Enfin, je vous incite très fortement à être un peu réaliste quand même. C'est-à-dire à avoir les pieds sur terre et à mettre dans vos derniers vœux, même si vous n'avez aucune intention d'y aller, des masters que vous êtes sûr d'avoir. C'est-à-dire qu'à l'ICES, à ma connaissance, aucun étudiant n'est resté sur le carreau dans le processus de sélection Mon Master. C'est-à-dire que tous les étudiants de l'ICES ont toujours eu une place en master. Néanmoins, ne tentez pas le diable. Mettez des masters pas trop demandés, assez accessibles. Même si vous ne voulez pas trop y aller, au moins vous aurez une place en master. Par ailleurs, quand vous ferez vos vœux, j'insiste avec vous sur 3 conditions que je vous incite très fortement à respecter dans le choix de vos vœux. C'est-à-dire qu'à tous, alors d'abord je vous donne les conditions, les critères, ensuite je vous explique pourquoi je vous recommande très fortement de les respecter. Les 3 critères que je vous incite très fortement à respecter, c'est de formuler au moins 5 vœux, dans au moins 2 mentions différentes. Par exemple, 2 mentions différentes, c'est à l'ICES, par exemple en droit des affaires et droit fiscal, c'est 2 mentions différentes. Donc 5 vœux dans 2 mentions différentes et dans au moins 2 établissements d'enseignement supérieur différents. Donc 5 vœux, 2 mentions, 2 établissements. Ça, ce sont les conditions nécessaires pour que votre recours éventuel, si jamais il y en a besoin, au recteur soit recevable. C'est-à-dire que si jamais, malgré la procédure principale et malgré la procédure complémentaire, vous n'avez pas de vœux, c'est-à-dire vous n'avez que des noms,
vous avez la possibilité de faire appel au recteur de l'établissement dans lequel vous avez eu votre licence, c'est-à-dire vous, le recteur de Nantes, qui devra vous proposer 3 propositions de master. Ce ne sera pas forcément ce que vous voulez, mais au moins pour que votre recours soit recevable, il faut que vous ayez fait au moins 5 vœux, 2 mentions différentes, 2 établissements différents. À ma connaissance, et je vous assure que ça, on en entend parler, personne n'a jamais eu à tenter cette voie recteur, puisque je vous ai dit que tous les étudiants sortant de licence de l'ICES avaient toujours eu des propositions de master. Ne tentez pas le diable. Respectez au minimum ces conditions. Et moi, je vous encourage vraiment à dépasser même ces conditions. Honnêtement, a priori, la voie recteur, c'est du fictif, et du très fictif pour les étudiants de l'ICES. J'attire votre attention aussi sur le fait que n'ayez pas peur de l'ICES bashing. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sélection nationale en master, et ce que veut un directeur de master, je suis bien placé pour le savoir, je sélectionne, c'est les meilleurs étudiants possibles. C'est-à-dire que le directeur de master va chercher les meilleurs étudiants là où ils sont. Et vous ne serez pas mal vu parce que vous venez de l'ICES, ni du fait du caractère catholique de l'établissement, ni du fait de l'ICES pour l'ICES. Tous les ans, nos étudiants n'ont aucun problème à avoir des places. Nos meilleurs étudiants ont les meilleurs masters de France. Alors certes, les étudiants qui ne sont pas les meilleurs, ils n'ont pas les meilleurs masters non plus. Mais encore une fois, aucun étudiant de l'ICES ne reste sur le carreau. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements, notamment publics. Vous avez pas mal d'étudiants, et malheureusement de plus en plus, qui restent sur le carreau sans proposition de master. Par ailleurs, ne croyez pas non plus que parce que vous êtes de l'ICES, vous aurez forcément une place dans un master de l'ICES. En tant que directeur de master, certes, on a une certaine bienveillance sur les étudiants de l'ICES. Globalement, on vous connaît, on sait que vous êtes sérieux et que vous avez une valeur. Mais, je suis désolé, si j'ai à choisir entre un très bon dossier d'un étudiant extérieur et un dossier moyen d'un étudiant de l'ICES, je prendrai le très bon dossier extérieur. En tant que directeur de master droit fiscal, tous les ans, je non-classe, c'est-à-dire en clair, je dis non, à des étudiants qui viennent de l'ICES, parce que j'estime que leur dossier n'est pas assez bon. Mettez là encore toutes les chances de votre côté. C'est-à-dire que j'estime que c'est suicidaire pour un étudiant de candidater à un master de l'ICES s'il ne s'est pas manifesté auprès du directeur du master. C'est-à-dire que si je vois un dossier qui arrive d'un étudiant qui candidate pour mon master, qui ne m'a jamais adressé la parole, qui ne m'a jamais interrogé sur mon master, qui ne m'a jamais contacté, je me dis, je vois son 14e ou son 15e vœu. Donc, a priori, ça part mal. Au contraire, si l'étudiant, même si son dossier n'est pas excellent, mais s'il a fait l'effort de venir me voir, de me rencontrer, de m'interroger sur mon master, et s'il m'a fait croire, alors je ne lui demande pas d'en faire des tonnes non plus, mais que justement, je ne suis pas son 14e ou son 15e vœu, là, ça me donne envie de le sélectionner et de le mettre dans le classement. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens à votre disposition pour mettre en évidence votre dossier. C'est ça qui compte en master, mettre en évidence votre dossier. Parce qu'à la fin, on a un certain nombre de dossiers et on doit les classer. Et à la fin, on doit mettre des dossiers du premier au dernier, et à part les dossiers qu'on ne veut pas. C'est-à-dire auxquels vous aurez directement un nom. Une petite particularité sur les masters en alternance. Nous, à l'ICES, on a un grand nombre de masters en alternance, mais il y a des différences entre ces masters-là. Donc vous voyez que vous avez plein de masters qui ont une alternance, que ce soit en M2, par exemple politique publique, ou que ce soit en M1 et en M2, comme par exemple droit des affaires ou gestion des ressources humaines. Sur la plateforme, à l'ICES, on n'a qu'un seul master qui est considéré comme en alternance. Ce seul master qui est considéré comme en alternance, c'est GRH. Tout simplement parce que le master de gestion des ressources humaines est le seul master de l'ICES où l'alternance commence en septembre du master 1. Tous les autres masters, ça commence soit en janvier du M1, ce qui est le cas pour tous les masters de droit,
ou en septembre, mais du Master 2 de la deuxième année. Donc pour la plateforme, si l'alternance ne commence pas tout de suite, ce n'est pas un Master en alternance. Donc ça ne rentre pas dans les vœux des Masters en alternance. Particularité de ces Masters en alternance, c'est qu'en fait, la réponse que vous avez du Master, type GRH à l'ICES, n'est que sous réserve que vous ayez une alternance au début de la formation. Si le 1er septembre, vous n'avez pas d'alternance, à l'ICES, on est un peu plus gentil, on va au moins jusqu'à 1er octobre, voire mi-octobre. Si au début de la formation, vous n'avez pas d'alternance, vous perdez votre place en master. Donc faites attention, ce n'est pas exactement le même cadre et ce n'est pas le même régime pour les formations considérées comme en alternance et les formations considérées comme pas d'alternance. Est-ce que vous avez des questions de manière générale? Oui. Alors, si. En fait, alors, sur le site de la formation, c'est spécifié. Et je pense même que sur la plateforme, c'est spécifié aussi. C'est-à-dire que dans les catégories, Madame Barito, vous avez dit, vous avez le droit à 15 vœux en alternance, 15 vœux sans alternance. Dans les catégories, les masters dont l'alternance ne commence pas en septembre de première année sont considérés comme pas d'alternance. En revanche, sur la fiche monmaster.gouv, vous verrez ce master a de l'alternance qui commence en janvier ou qui commence en deuxième année. Donc vous le verrez, déjà vous le verrez sur la fiche Mon Master, et ensuite sur la fiche Mon Master, vous avez un lien qui vous renvoie à la fiche formation sur laquelle vous verrez le rythme d'alternance. Oui. Si, puisque le master est en alternance. C'est juste pour la sélection Mon Master que l'alternance ne commençant pas au début, il n'est pas considéré comme un master en alternance, mais uniquement pour la sélection. À la fin, vous aurez un master que vous aurez obtenu en alternance. Donc si, vous aurez un master en alternance. C'est juste, en fait, c'est cette différence, alternance, pas d'alternance, c'est juste du fait du régime et de cette exigence d'avoir une alternance au premier jour de la formation. Et si vous n'avez pas d'alternance au premier jour de la formation dans les masters en alternance, vous perdez votre place. Et dans les autres masters, dans tous les cas, vous avez votre place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors déjà, oui, il faut attendre le 2 février. Ça pourra être actualisé et malheureusement, vous avez effectivement des formations qui ne correspondent pas entre la dénomination sur Mon Master et le site de l'université. Ce qui fait foi, c'est évidemment ce que vous trouvez sur Mon Master. Parce que parfois, vous avez des formations qui ont deux noms différents, un nom commercial et un nom officiel. Et sur Mon Master, vous n'avez que le nom officiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, pardon, mademoiselle. Non, c'est pas. Enfin, en fait, un tel site n'est pas concevable. C'est-à-dire que déjà, vous avez une information qui vous indique la sélectivité du master. Alors, faites attention, c'est quand même à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que sur monmaster.gouv, vous avez le taux de sélectivité du master, issu des chiffres des dernières années. Ça vous renseigne sur le taux de sélectivité du master, mais pas sur sa valeur. En fait, rien ne remplace l'expérience des enseignants. C'est-à-dire, pour connaître la valeur d'un master, il faut vous renseigner auprès des enseignants. Oui.
Je peux pas vous... Enfin, c'est très compliqué de vous répondre parce que si vous voulez, déjà, ça peut être très variable d'une année à l'autre. Et ensuite, alors en réalité, pour vous, vos vœux sont classés. Mais pour les établissements, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des masters qui se retrouvent avec, j'en sais rien, 300 dossiers de candidature, et qu'en fait, sur les 300 dossiers, il y en a 200 ou 250 qui sont en 14e ou 15e vœu. C'est-à-dire des étudiants qui ont déposé leur dossier parce qu'il fallait 15 vœux, mais qui n'ont aucune intention d'aller là-bas. Donc si vous voulez, vous pouvez avoir des masters qui se retrouvent de manière anormale, soit très sélectif, soit pas sélectif du tout. Et donc ça, d'une certaine manière, le taux de sélectivité d'un master, alors ça peut renseigner un peu, mais ne faites pas trop confiance à ces chiffres-là. Parce que, alors nous à l'ICES, on a des exemples, alors je n'ai pas les chiffres en tête, donc je ne vais pas vous les citer, dans certains cas, selon, on n'en sait rien, les paramétrages de la plateforme ou éventuellement la mode, des masters qui se retrouvent submergés de candidatures. Mais quand je vous dis submergé de candidatures, vraiment submergé de candidatures. Donc le master va apparaître comme ultra sélectif. Alors, en réalité, profondément, il ne l'est pas. C'est juste qu'une année, le master a été submergé de candidatures. Bon, ok, allez regarder les chiffres du master sécurité défense. L'année dernière, le directeur a été submergé de candidatures. Donc je pense que si vous allez regarder les chiffres, il va apparaître comme ultra sélectif. En réalité, pas tant que ça, mais il a vraiment été submergé de candidatures. Il en a eu 3 à 4 fois plus que d'habitude. C'était rigolo pour le directeur qui a regardé tous les dossiers. Parce qu'à l'ICES, les directeurs regardent tous les dossiers. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attire votre attention aussi sur le fait quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est une grande rumeur qui est fausse. C'est-à-dire que contrairement à Parcoursup, il n'y a pas de tri algorithmique sur mon master. C'est-à-dire que mon master, c'est juste une plateforme de candidature. Mon master ne peut pas être utilisé pour répondre aux candidatures. C'est-à-dire que nous, les directeurs de master, on nous demande de remplir un fichier Excel avec, si on a 300 candidats, pour chaque candidat, on doit dire le rang auquel on l'accepte, et donc hiérarchiser les vœux, ou alors le fait qu'on ne l'accepte pas. Et mon master ne nous aide pas à trier ces candidats, contrairement à Parcoursup. Parcoursup, il y a un tri algorithmique, on peut paramétrer pour avoir, par exemple, une évacuation automatique de certains candidats. Mon master, ce n'est pas le cas. Donc mon master, en principe, il y a des vrais directeurs de master derrière. Et en tout cas, à l'ICES, il y a des vrais directeurs de master derrière. C'est eux qui font directement le travail de sélection. Oui, mademoiselle, vous aviez une question ? Non, 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 non. Les relevés de notes qu'on vous demande, c'est tous les relevés de notes dans votre cursus de licence. Donc si vous avez fait une prépa avant, vous mettez les relevés de notes. C'est tous vos relevés de notes qui vous ont conduit jusqu'à votre licence. Et même, je crois qu'on demande les relevés de notes du bac. Ah, on ne demande pas les relevés de notes du bac. Petite particularité que j'ai oublié de signaler, dans mon master, vous avez, alors c'est assez pénible à remplir, vous devez remplir votre cursus. Et en fait, par année de formation, vous devez créer l'année. En disant, par exemple, en 2025-2026, j'étais en 3e année de double licence droit, économie, gestion. Sauf qu'en réalité, ça, c'est pas possible de le dire. C'est-à-dire que sur le cursus, sur la plateforme Mon Master, vous ne pouvez rentrer que des licences. Donc, vous n'avez pas le droit de dire en 2025-2026, j'étais en 3e année de droit éco-gestion. Vous devez créer 2 fois la même année en disant, première année, en 2025-2026, j'étais en 3e année de droit, et en 2025-2026, j'étais en 3e année d'éco-gestion. Donc en fait, vous devez créer 2 fois chaque année quand vous êtes en double licence, parce que la plateforme ne reconnaît pas les doubles licences,
Et je vous rappelle que pour les étudiants qui sont en double licence, vous êtes en double licence, mais juridiquement, en fait, vous êtes dans 2 simples différentes en même temps. Donc pour les étudiants qui sont en droit éco-gestion, ils sont à la fois en droit et à la fois en éco-gestion. Donc il faut qu'ils rendent compte de ça. C'est un peu lourd parce que ça fait qu'au final, vous n'avez pas 3 années à créer, vous en avez 6. Mais faites attention à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur Ferron, un mot de conclusion ? Ce sont juste des conseils. Espérez et soyez patient. Comme l'a dit Monsieur Ploux, vous pouvez candidater dans de très nombreux masters, même des masters très sélectifs. Les masters très sélectifs donc, sont submergés de candidatures, ça va de soi, mais précisément parce qu'il y a de très nombreuses candidatures à évaluer, examiner, très souvent, ce n'est pas un seul directeur. Ils sont plusieurs à procéder à ces classements. Et il suffit que votre dossier passe entre les mains d'un examinateur moins sélectif que les autres, et il peut parfaitement passer. Personnellement, j'ai vu les cas se présenter, où j'ai eu 2 étudiantes qui postulaient dans un même master, l'une un excellent dossier, la deuxième un dossier moyen. La meilleure des 2 n'a même pas été retenue, alors que la première a été immédiatement acceptée. J'ai téléphoné à l'un des examinateurs, précisément celui qui, celui qui n'avait pas examiné le dossier de la meilleure étudiante. Il me dit « je ne comprends pas que mon collègue ait fait ça ». Moi, personnellement, je l'aurais prise tout de suite. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'être pris, comme le dit M. Ploux, sur un malentendu ou une erreur d'aiguillage. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il faut être patient, parce que les premiers résultats que vous aurez seront décevants. Vous découvrirez que vous êtes classé parfois 250e, 300e sur la liste d'attente, voire la liste complémentaire. Et vous découvrirez qu'au bout de quelques semaines, le classement bouge, mais énormément. Quand je dis énormément, ce n'est pas 3-4 places. Vous pouvez gagner en 2 jours 60, 80 places d'un coup d'un seul. Donc, ne désespérez pas. On a des étudiants dans les classements qu'on appelle des étudiants ventouses, qui occupent effectivement des places, qui parasitent et qui précisément ont postulé un peu partout. Et ce sont parfois des étudiants très bons. On sait très bien qu'ils attendent jusqu'au dernier moment une réponse positive dans le master qu'ils avaient souhaité intégrer. Donc on a pas mal d'étudiants comme ça qui parasitent des places, mais vous verrez qu'encore une fois, ça bouge énormément, donc soyez patients et ne désespérez pas jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, vous devenez comme conseil. Merci beaucoup. Voilà, une dernière question. Allez-y, mademoiselle. Oui. Oui. Le calendrier, si vous avez bien écouté, mais il faudra que l'on vous renvoie la slide, est un peu différent entre l'alternance et la formation. Voilà. C'est pas le même calendrier. Donc, soyez patients, soyez déterminés et soyez habiles. Tout ce qui peut attirer l'attention, que ce soit les marges sur un CV, dans une lettre de motif, faire du lien, soyez vraiment malins. Faites l'idée du réseau au sens intelligent du terme. Mettez tout de votre côté, c'est vraiment très important. Vous l'avez vu, il y a vraiment un facteur humain dans les candidatures qui sont dépouillées derrière la machine. Une dernière chose, il y a assez peu de JPO pour les masters. On est confronté à la même chose parce que les étudiants ne se déplacent pas. Ce n'est pas la même chose que quand on est au lycée, qu'on ne sait pas dans quel établissement d'enseignement supérieur on va aller. De plus en plus d'établissements, et nous on va le faire dans la première quinzaine de février, proposent des petites
visio, des portes ouvertes en ligne ou des petites conférences en ligne pour présenter tel ou tel master. Pareil, allez-y et mettez votre caméra. Mais c'est vraiment des choses comme ça. Puisque derrière chaque master, il y a une équipe et un directeur. Et plus vous vous faites connaître, plus vous avez des chances de... Voilà. Donc c'est vraiment ce dernier conseil. On a dépassé le cadre horaire. Si vous avez des questions, vous venez nous voir. Si vous pensez qu'il y a des choses à compléter dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est pareil, on a toujours le souci de s'améliorer. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.